Chantal Joanneau, bonjour. Bonjour. Vous avez été une des premières à parler au lendemain des législatives d'une défaite sévère de l'UMP. Roselyne Bachelot et Nathalie Kosciusko-Morizet rivalisent sur le droit d'inventaire. Et vous, est-ce que vous estimez que le droit d'inventaire, c'est quelque chose qui doit être à l'ordre du jour aujourd'hui? Non, j'aime pas la notion de droit d'inventaire parce qu'on n'est pas en situation, nous, de juger la stratégie d'un homme qui était seul à se présenter face aux électeurs. Pour autant, je l'avais dit avant et bien avant les élections, j'étais très opposée à la droitisation de l'ensemble du parti et au discours de droitisation de l'ensemble du parti qui était porté par la direction. Parce que je pense qu'en situation de crise, l'urgence est au rassemblement et pas à la division. Nadège Bujac. Vous avez dit que l'UMP allait éclater si on ne la déverrouillait pas. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour la déverrouiller ? Pour la déverrouiller, il faut déjà, ne pas donner le sentiment qu'un clan domine l'appareil et l'ensemble de l'appareil. Il ne faut surtout pas que la politique se résume justement à une affaire clanique. Et force est de constater que parfois c'est quand même un peu le cas. J'en paye moi les frais dans le 12e arrondissement, vous le savez, puisqu'on essaye d'expulser les personnes qui me sont proches. Deuxièmement, il faut absolument que, et le plus important c'est sans doute là, c'est que sur le fond, l'ensemble de l'éventail des gens de droite se retrouve dans une ligne commune de l'UMP et que les modérés qui soient, alors j'aime pas ces anciennes dénominations parce que honnêtement moi ça me parle pas, les centristes, les radicaux, les gaullistes machin et tout, c'est très important, mais moi je suis partie d'une génération où voilà, on a des plus modérés, des plus à droite. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer et que quand on s'exprime on ne fasse pas l'objet d'une volée de bois vert systématiquement ensuite. C'est ça la difficulté du grand parti de l'UMP, c'est sa difficulté originelle et c'est celle qui aujourd'hui s'exprime plus qu'hier. Donc les mouvements, je pense que c'est une très bonne chose, dès lors qu'on garantit que ces mouvements ne sont pas non plus le retour des anciennes écuries et des anciens partis traditionnels de la droite. Est-ce que vous prenez part néanmoins aux critiques de la ligne dite Buisson ? Moi, j'ai toujours été très claire et j'ai pris le risque de le faire avant les élections. Voilà, parce que pour moi, la politique est une affaire d'idées et le but n'est pas de gagner à tout prix, au prix même d'ailleurs d'un manque de dignité. Donc j'ai toujours pris mes distances par rapport à la droitisation de l'UMP. Je ne mets pas ça sur le dos d'un homme, parce que c'est trop facile. C'est l'ensemble de la direction du parti qui a acquiescé et qui a convenu de cette ligne. C'est pas un homme tout seul qui serait le grand gourou de toute une direction. Mais vous parlez de manque de dignité, c'est très fort comme mot. Vous trouvez qu'il y a eu un manque de dignité dans votre parti au moment des élections ? Je trouve que certaines personnes ont vraiment effectivement laissé à penser qu'il y avait une grande porosité entre nos valeurs et celles des extrêmes, et notamment de l'extrême droite. Et ça, je trouve... Et en plus, à chaque fois, c'était justifié sous l'angle « Oui, mais regardez, ça marche dans les sondages ». Non, moi, si je fais de la politique, c'est parce que j'ai envie d'y porter mes convictions en termes d'écologie sur des sujets de société, mais pas parce que gagner à tout prix. Si ma ligne est minoritaire, tant pis pour moi, je perdrai. Alors, pour en revenir à l'UMP, justement, il y a 3 personnalités qui briguent la présidence de l'UMP. On a Jean-François Copé, qui est déjà le patron du parti. Ensuite, M. Fillon, François Fillon, donc l'ancien Premier ministre, qui s'est déclaré hier. Il a dit hier qu'il serait candidat au congrès de novembre. Et puis, peut-être Alain Juppé, l'ancien Premier ministre. Alors, selon vous, quel est celui qui est le plus à même de rassembler ce dont vous nous parliez là tout de suite ? Attendez, d'abord, c'est pas une affaire d'hommes, et les 3 hommes sont vraiment de grande valeur. C'est quand même un peu une affaire d'hommes. Non, mais dommage d'ailleurs que ce soit que des hommes, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Alors, vous allez y aller, vous aussi, peut-être ? Non, moi, non, je suis pas dans la politique fiction, donc... Non. Sur le fond, sur le plan des idées, vous le savez, je partage pas la ligne de fond de Jean-François Copé sur justement une ligne assez droitière. J'aime pas ce terme, mais j'en ai pas trouvé d'autres, et très libérale. Même si l'homme, honnêtement, a bien fait fonctionner le parti, très bien.
Donc je suis beaucoup plus proche des idées de François Fillon ou d'Alain Juppé. Et François Fillon, qui s'est déclaré, parce qu'Alain Juppé s'est pas déclaré, François Fillon, qui s'est déclaré, a effectivement prouvé qu'il savait faire la synthèse et faire coexister des sensibilités très différentes. Vous savez, par exemple, vous m'avez parlé de Roselyne Bachelot, ou même moi, on porte des visions écologiques, on est pour le mariage homosexuel, on est pour l'adoption. Eh bien, même si lui n'a pas été toujours très sur cette ligne, il a toujours respecté nos positions et nos valeurs. Donc ça, je pense que c'est important de voir quels sont nos fondamentaux et là où il y a des points de clivage. Donc votre cœur balance plutôt du côté de M. Fillon. Oui, M. Fillon ou M. Juppé. En tout cas, mon cœur pour la présidence, parce qu'aujourd'hui, la nécessité d'éviter que le parti éclate, je pense que Jean-François Copé, aujourd'hui, c'est plus difficile pour lui. Alors Chantal Joanneau, vous parliez du mariage homosexuel et de l'adoption qui vont être manifestement adoptés par ce nouveau gouvernement. On peut être, vous avez dit que vous étiez pour, on peut être écolo, favorable au mariage homosexuel et de droite ? Oui, on peut largement, oui. Je peux même vous expliquer comment on est de droite et pour le mariage homosexuel en application d'un principe et d'une valeur très simple qui est celle du primat de la liberté individuelle et donc de la non-immixtion de l'État en tant qu'autorité politique dans des choix individuels qui ne portent pas atteinte à sa sécurité ou à son intérêt général. Je comprends qu'on puisse, pour d'autres valeurs qui sont des valeurs morales ou spirituelles ou religieuses, être opposé au mariage homosexuel, mais l'État en tant qu'entité politique a, lui, l'obligation de respecter la liberté individuelle dès lors qu'elle ne porte pas atteinte ou préjudice à la liberté d'autrui. Et quant à être de droite, oui, parce que sur le fond, et notamment sur les orientations économiques, je suis très opposée à ce que fait le gouvernement actuel, qui est une machine arrière terrible. Ils appliquent très exactement les recettes qui n'ont jamais marché, ni en France, ni ailleurs. Pour une politique qui était de gagner à tout prix ces élections. Et ça, pour moi aussi, ça manque très largement. Vous faites allusion à quoi, là, exactement ? Très largement de dignité. Il voulait à tout prix gagner, donc entre des promesses tout à fait clientélistes, entre effectivement un discours qui consiste à expliquer à tout le monde que ce ne seront que les riches qui vont payer des impôts pour rembourser la dette. Or, mais tout le monde a quand même la clairvoyance d'esprit de constater que c'est totalement impossible, que ce seront les classes moyennes. Et d'ailleurs, quand vous lisez les comptes rendus du Sénat où Nicole Bricq était la rapporteure du budget, elle écrit noir sur blanc dans son rapport qu'à partir de 1,6 SMIC, vous êtes quelqu'un de relativement riche. Donc, à partir de ce salaire-là, vous êtes à peu près garanti de payer assez lourdement des impôts. Et quant au discours qui est développé sur les entreprises sont le mal absolu, la cause de toutes vos difficultés, les patrons sont des déviants, des hommes déviants dans l'âme, ou des femmes d'ailleurs, c'est un discours qui va à l'encontre de l'intérêt même de notre pays, puisque ce sont les entreprises qui créent des emplois. Alors, je voudrais revenir au mariage homosexuel et à l'adoption. Vous y êtes favorable. Ça veut dire que quand il y aura le projet de loi, et qu'il passera devant le Sénat, vous voterez pour ce projet de loi, quelle que soit la position de votre propre parti ? Moi, ma position au sein de mon parti, elle a toujours été claire. Je veux dire que j'ai toujours porté cette position. Faut quand même se souvenir que quand on est revenu, parce que j'étais partie, moi, dans d'autres sphères, quand j'étais présidente de l'ADEME et qu'on m'a dit reviens, on a besoin de toi pour porter l'écologie, parce que tu incarnes l'écologie, tu incarnes cette ouverture, et viens à Paris parce que tu incarnes justement ces sujets. C'est pas ensuite pour me dire non, finalement, écoute, t'es très bien pour faire belle sur la photo, mais sorti de ça, tes convictions, c'est terminé et tu ne les respectes pas. Non, je les défends, ces convictions, mais au nom même des valeurs de droite, parce que pour moi, la valeur de la liberté individuelle et donc de la responsabilité individuelle l'emporte sur les autres. Donc demain, je pense que le groupe, en plus, aura la sagesse de constater que ces sujets-là renvoient aussi à des convictions profondes, à des convictions intimes. On n'est pas sur des questions pures de sécurité. Donc liberté de choix. J'espère que le groupe aura la sagesse, comme il avait fait sur des sujets beaucoup plus sensibles, qui sont ceux de la bioéthique, de laisser à chacun la responsabilité de son vote. C'est une responsabilité que j'assume. Je sais qu'elle n'est pas aujourd'hui totalement majoritaire à droite, quoique. Alors on va parler du sommet européen de Bruxelles, jeudi et vendredi dernier, qui s'est terminé de façon plutôt rassurante. C'est un succès pour François Hollande, ce sommet ?
Écoutez, c'est beaucoup de communication parce que expliquer que c'est un succès parce qu'on a adopté un plan de croissance de 120 à 130 milliards d'euros, très bien, c'était déjà inscrit. Nicolas Sarkozy l'avait déjà fait acter avant ce principe d'avoir un plan de croissance. Je rappelle juste quand même un petit chiffre, parce que là on parle d'un plan de croissance de 120 à 130 milliards d'euros. Le total cumulé des dettes publiques de la zone euro, c'est plus de 8 000 milliards d'euros. Donc on n'est juste pas du tout aujourd'hui à l'échelle de ce qu'il faudrait faire collectivement. Et le vrai succès pour moi des futurs sommets européens sera le jour où on actera enfin qu'il faut une union politique, qu'il faut une union budgétaire et qu'il faut passer un pas supplémentaire dans l'unité européenne et dans l'unité politique européenne, ce que d'ailleurs Nicolas Sarkozy avait engagé, avait prôné, parce que nous sommes un petit pays et notre avenir, c'est l'Europe. Notre avenir, on sera plus fort avec l'Europe, grâce à l'Europe, mais à une Europe plus politique. Mais justement, on a l'impression dans cette Europe, le couple franco-allemand qui était central, en tous les cas, dans l'Union européenne, moteur et central, on a l'impression que c'est plus vraiment le cas. Alors, c'est une bonne chose? C'est une mauvaise chose? C'est une très mauvaise chose parce que on ne peut pas donner le sentiment, effectivement, de vouloir absolument un leadership politique au détriment même des intérêts de notre pays et de l'Europe. Et l'Europe a toujours été forte quand elle a été fondée sur le couple franco-allemand. Quand ce couple a été leader, a été moteur de l'ensemble de l'Union européenne. C'est une chance extraordinaire, l'Union européenne, mais extraordinaire. Moi, j'ai travaillé, c'est peut-être pour ça que je suis passionnée par l'Europe, mais c'est vraiment ce qui nous permettra à tous d'avancer. Le drame de l'Europe a été que le principe du libre-échange, avec une vision parfois doctrinaire du libre-échange, l'a emporté sur un principe politique. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui faire bouger, et c'est ce qu'on peut faire bouger avec l'Allemagne. Je vais juste vous citer un exemple. Vous savez que je travaille aujourd'hui sur ce qu'on appelle les dispositifs médicaux implantables, les prothèses, les pacemakers et autres, qui relèvent d'une législation européenne. Aujourd'hui, le principe, le primat de la législation européenne, c'est que ces biens puissent être librement échangés sur l'ensemble du marché européen. Le primat n'est pas celui de la sécurité sanitaire. Ben, l'Europe de demain, il faudra que le primat soit celui de la sécurité sanitaire au sein de l'Europe. Et alors, si je comprends bien, vous seriez plutôt vous êtes pour plus d'intégration politique de l'Europe, voire ce qu'on appelle le fédéralisme. Oui, mais alors dans une Europe évidemment qui soit nécessairement à plusieurs vitesses, parce que des pays aujourd'hui, si on leur impose le fédéralisme, auront beaucoup de difficultés. Donc il faut être dans la zone euro. Il faut être au moins dans un fédéralisme dans la zone euro. De toute façon, l'euro. Souvenez-vous quand même de la logique politique de l'époque, c'était de dire qu'on allait faire l'Europe par la base, on allait faire l'Europe par l'économie, par la monnaie, et que de fait, naturellement, on en viendrait à une Europe politique. Dans Maastricht, on a oublié l'obligation de limiter les déficits publics à 3% et de limiter la dette publique à 60%, parce que personne n'a jamais été chargé de surveiller justement que les pays respectaient cet engagement. Alors, il y a eu la crise, là, ils ne pouvaient pas trop. Non, mais avant même, rassurez-vous, avant même la crise, de toute façon, tout le monde s'était largement assis sur ses préoccupations. Donc, on voit bien que dans la logique même, et c'est ce qui avait fait la France du oui, la France du non d'ailleurs, dans la logique même, on allait vers plus d'intégration. Mais notre devoir à nous, de politique, ce n'est pas de dire que l'Europe est le bouc émissaire responsable de tous les maux de notre pays. Non, parce qu'on voit bien que des pays comme l'Allemagne s'en sortent, des pays comme la Suède, qui ont appliqué les mêmes méthodes que l'Allemagne, il y a très longtemps, s'en sortent et ont des taux de croissance qui nous font tous rêver. Donc ce n'est pas un problème d'Europe, c'est un problème de la France, c'est un problème de l'ensemble de nos pays, d'aller vers un nouveau modèle de croissance, qui est un modèle basé sur beaucoup plus de connaissances. Et en ça, la réforme portée par Valérie Pécresse sur la réforme des universités était absolument centrale. Donc une croissance, plus d'écologie. C'est incontournable, l'écologie. Absolument incontournable dans nos pays qui n'ont pas de réserve énergétique. Et puis, bien évidemment, plus de haute technologie. Chantal Joanneau, l'affaire Mera continue à faire des vagues. L'un des frères, maintenant, attaque la famille et le père, qui avait menacé de faire un procès à la France. Est-ce que cette affaire est maintenant derrière nous ou est-ce qu'il faut s'attendre à de nouveaux rebondissements ? Cette affaire a été très très douloureuse, je trouve, parce que déjà, elle a été d'une violence extrême pour les familles. Elle a été une violence extrême dans les propos tenus. Et surtout, il ne faut jamais laisser à penser dans cette affaire que l'ensemble
des musulmans sont à l'image de cet homme qui était juste un fou absolu. Donc cette affaire n'est pas derrière nous. Elle est toujours présente parce que elle va se poursuivre et parce qu'il faut que les uns et les autres, nous ayons tous un discours très clair vis-à-vis de cette affaire. Elle a quand même beaucoup marqué cette campagne électorale. Je pense qu'elle n'est pas... elle a probablement joué aussi dans les scores qu'ont pu faire les extrêmes, malheureusement. Mais elle n'est pas derrière nous parce qu'il faut que le discours des uns et des autres soit très clair sur cet homme n'est pas le représentant ni d'une communauté ni d'une religion. Et le discours de son père a été catastrophique. Surtout un homme qui avait abandonné son fils, très honnêtement, c'est assez pathétique. Est-ce qu'on peut considérer que l'affaire Mera, c'est l'affaire d'un homme isolé ou est-ce qu'il peut y avoir d'autres Mera dans la société française, dans nos banlieues? Malheureusement, il peut y avoir d'autres Mera dans la société française comme dans d'autres sociétés. C'était un homme isolé... plus qu'extrémiste, qui avait totalement perdu pied, donc il peut y en avoir d'autres, bien évidemment. Vous dire l'inverse serait parfaitement stupide de ma part, mais il n'est pas le produit de notre société. Ça, c'est bien quelque chose qui nous distingue entre la droite et la gauche. Je considère que nous ne sommes pas déterminés par la société. Et donc, considérer que Mera est le produit de notre société est une erreur. Alors moi, sur un tout autre sujet, l'écologie, puisque vous avez été ministre de l'écologie. Alors, vous avez vu que Delphine Batho avait remplacé très vite Nicole Bricq à ce poste. Mais est-ce que ça vous a surpris, vous, ce changement en si peu de temps ? Moi, ce changement, j'ai clairement dit que c'était une trahison à l'égard des électeurs qui ont cru que François Hollande allait porter des valeurs écologiques. Parce que le fond de cette affaire, et j'avais été une des premières à la dénoncer, c'est que Nicole Bricq s'était opposée à des autorisations de forage en haute mer et que c'est pas seulement le lobby Shell, c'est le lobby aussi des élus guyanais qui a eu sa tête. Remplacer Nicole Bricq, qui déjà n'avait pas beaucoup de compétences dans le domaine de l'écologie, par Delphine Batho, qui est sans doute une femme brillante, mais qui pour autant n'a aucune aujourd'hui compétence ou aucun réseau dans le domaine de l'écologie. Enfin, elle n'est pas connue du tout dans ce domaine-là. Je pense que c'est pas une bonne nouvelle, c'est un très mauvais signe pour l'écologie, surtout quand on en voit les raisons. Ceci dit, ça prouve quelque chose qu'on a toujours dit depuis le début, c'est que l'accord entre PS et les Verts, je ne mets pas Europe Écologie, c'est une autre chose, mais entre le PS et les Verts était un accord purement politicien où on a troqué des circonscriptions contre même des convictions, parce qu'en réalité, les Verts n'ont jamais levé le petit doigt face à cette affaire. En tous les cas, ça veut dire que le poste de l'écologie est un poste extrêmement sensible. Ça veut dire que le poste de l'écologie est le poste oublié de ce gouvernement. C'est un poste très sensible. Nous, on l'avait quand même mis en numéro 1 du gouvernement avec Alain Juppé, avec Jean-Louis Borloo, qui étaient des personnages de poids, au sens politique, avec Nathalie ensuite, qui était aussi qui était porte-parole. Donc on y a accordé une importance toute particulière. Aujourd'hui, l'écologie est reléguée au 9e rang du gouvernement. Donc, entre le discours et les actes, on voit qu'il y a un grand écart. Et je trouve ça dommage parce que, encore une fois, l'écologie est la variable d'ajustement d'intérêt politique. Vous avez été ministre de l'écologie, mais vous avez été aussi ministre des Sports. Comment avez-vous jugé l'attitude des Bleus et le départ de Laurent Blanc? Il y a un sondage ce matin dans le JDD, sondage qui accable les Bleus. 80% des Français n'ont pas de sympathie pour l'équipe de France. C'est accablant, c'est dommage parce que le foot, c'est quand même un peu la communion française. Malheureusement, force est de constater qu'ils n'ont rien fait non plus pour se faire aimer. Alors, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que s'ils avaient gagné, on aurait passé outre l'ensemble des dérives. Et le dérapage verbal de Samir Nasri est quand même moins grave que ce qui s'était passé en Afrique du Sud, dans l'esprit en tout cas. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est que si ça s'est répété, il ne faut pas mettre ça sur le compte des hommes, parce que les hommes de l'équipe de France ont
en partie changé, il faut mettre ça aussi sur le compte de la structure de la fédération, de l'encadrement et du système foot qui est beaucoup trop déterminé par des questions financières. Il faut remettre de l'ordre dans le système des agents qui est un système absolument délétère. On avait commencé avec une loi sur l'éthique dans le sport, mais il faut aller beaucoup plus loin sur ce sujet. Moi, je pense qu'au-delà de dire le bouc émissaire, c'est Samir Nasri ou Laurent Blanc, c'est la fédération qui doit assumer ses responsabilités. C'est la fédération qui avait refusé de vraiment sanctionner durablement ceux qui avaient dérapé en Afrique du Sud et qui auraient dû tout simplement dire « vous avez tellement porté atteinte au maillot et à l'ensemble d'ailleurs de vos fans que vous ne serez plus sélectionnés ». Pour moi, aujourd'hui, on a un problème d'exemplarité absolue à se poser dans le foot. Et le foot, qui est purement un sport-spectacle, ne doit pas se transformer dans le jeu du cirque. D'après vous, ils devraient renoncer à la prime à laquelle ils ont droit après l'Euro ? Ceux qui ont dérapé, oui. Après, attendez, il y a ceux qui n'ont pas dérapé. Tout le monde n'a pas dérapé dans l'équipe de France. Ils ont joué correctement. Il faut être honnête, c'était pas une équipe qui était au même niveau que les autres équipes, mais ils le savaient. D'ailleurs, ils se sont engagés pour les quarts de finale. Ils savaient très bien qu'ils n'étaient pas au même niveau que l'équipe d'Italie ou l'équipe d'Espagne ou l'équipe d'Allemagne. Donc, aussi, ayons l'honnêteté de reconnaître qu'il ne faut pas leur faire porter sur les épaules tout le poids de leurs échecs. Maintenant, ceux qui ont dérapé, oui. Ceux qui ont dérapé, oui. Et vous avez un candidat de cœur pour la succession de Laurent Blanc ? Non, mais comme je vous l'ai dit, c'est toute la structure de la fédération qui doit se remettre en question aujourd'hui et affirmer un peu plus clairement des valeurs d'éthique dans le sport. J'ai dit, mais ça, vous savez, je l'avais déjà porté avant. Ça m'avait valu quelques difficultés avec le mouvement. Donc, je le porte toujours. Chantal Joanneau, sénatrice UMP de Paris, ancienne ministre de l'écologie. Merci d'avoir été l'invitée du grand entretien ce matin.